La dernière fois que j'ai vu Camilla, ma femme, elle était dans le couloir, tenant cette vieille valise, celle dont la fermeture éclair était cassée et qui ne fermait jamais correctement. Elle m'a dit qu'elle allait rester quelques semaines chez sa cousine dans le Colorado, car le confinement l'affectait beaucoup. J'avais un CO. Je n'étais pas à l'hôpital, mais je ne pouvais pas beaucoup bouger non plus. J'avais mal partout, comme si j'avais été renversé par un camion. Je pouvais à peine manger. J'ai à peine dormi. Elle s'est dirigée vers la porte sans me regarder. J'ai juste besoin d'un peu d'espace mental, a-t-elle dit. Et puis elle est partie. C'est à ce moment-là que tout a basculé. Même si je ne m'en suis pas rendu compte immédiatement. Je pensais que c'était temporaire. 2 ou 3 semaines et elle reviendrait. Elle m'appellerait de là-bas, me dirait qu'elle allait mieux, me dirait que je lui manquais, qu'elle voulait rentrer à la maison. On était ensemble depuis 6 ans, mariés depuis 2 ans. Elle avait 26 ans, j'en avais 31. On vivait en Arizona, où il faisait chaud même en mars. Ce matin-là, après son départ, je me suis assise sur le canapé, une serviette mouillée sur le front, la télé allumée en fond sonore, sans volume. Je n'arrivais même pas à pleurer. Les premiers jours, je ne m'inquiétais pas trop. On échangeait des messages, des choses normales. « Ah, comment vas-tu » m'envoyait-elle un texto. « Je vais bien. Encore fatiguée. J'ai dormi presque toute la journée. »« Contente que tu te reposes » répondait-elle. « On a fait des pâtes aujourd'hui. Ma cousine a fait la sauce maison. » Mais chaque message me semblait plus froid, plus court, plus espacé. Un peu de moi. Je ne venais pas de grand-chose. Pas de mère, pas de père. Pas de photos d'enfance floues ni de traditions d'anniversaire. Personne pour me dire que je leur ressemblais. Personne pour me border le soir. Juste un orphelinat. Des murs qui résonnaient trop fort en hiver et des étés qui sentaient la rouille et le produit d'entretien. Les gens allaient et venaient. Des gardiens aux yeux fatigués. D'autres enfants, certains cruels, d'autres brisés, la plupart des deux. Pas de tante, pas d'oncle, pas de cousin, pas de vrais amis, juste des alliances temporaires. On apprend à ne pas s'attacher quand on nous rappelle constamment que rien ne nous appartient. Ni notre lit, ni nos chaussettes, ni même notre nom. Parfois, ce genre d'enfance nous apprend le silence. On devient habile à disparaître au grand jour. On devient quelqu'un qui observe, attend, survit. Alors, quand j'ai rencontré Camilla, mon Dieu, je n'ai pas compris ce qui m'a frappé. Elle m'a vu. Elle a ri comme si j'avais dit quelque chose de drôle, même si ce n'était pas le cas. Elle posait trop de questions, trop vite et avec trop de soin. Elle se souvenait de mes réponses. Elle ne me traitait pas comme si j'étais brisé ou comme si j'avais de la chance qu'on m'accorde de l'attention. Elle me donnait le sentiment que je méritais d'être connu, que je méritais d'être aimé. Et je me suis accroché à ce sentiment comme si c'était de l'air et que je m'étais noyé toute ma vie. Je ne l'aimais pas comme les autres hommes aiment les femmes. Ni avec désinvolture, ni par commodité. Je l'aimais comme si elle était la seule personne à m'avoir choisi, comme si elle était tout mon monde. Parce qu'en vérité, elle l'était. Elle est devenue tout ce que je n'ai jamais eu. Une famille, un foyer, une raison d'être. C'est pourquoi je me suis plié en 4 pour la rendre heureuse. C'est pourquoi j'ai pardonné ce que les autres me disaient de ne pas faire. C'est pourquoi j'ai souri malgré les déceptions. J'ai sacrifié ma paix intérieure pour la sienne. J'ai abandonné des petits bouts de moi-même pour qu'elle ne ressente pas le moindre malaise. Je me suis dit que l'amour était désintéressé. Cet amour impliquait de faire passer l'autre avant soi-même. Et quand on a passé sa vie à n'être le premier choix de personne, on n'aime pas seulement avec son cœur. On aime de toute son âme. Alors, je lui ai donné le mien. Sans question, sans limite, sans hésitation, car pour la première fois de ma vie, quelqu'un m'aimait en retour. Du moins, c'est ce que je pensais. Maintenant, revenons à mon présent. La 2e semaine, elle ne répondait plus tous les jours. Dis donc, tu n'as pas répondu hier. Tout va bien ? J'ai envoyé un texto. Ouais, juste très occupé, je me sentais dépassé. Je la croyais. J'étais à moitié mort au lit. Je n'avais pas les idées claires. Après la 3e semaine, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Un soir, je lui ai écrit, « J'ai besoin de te parler. J'ai peur. J'ai du mal à respirer. » J'ai vu le message marqué, scène, et rien.
C'était mercredi. Vendredi, elle a finalement répondu « Désolé, ma batterie est morte ». Ce genre d'excuse. Et un déclic s'est produit dans ma tête. Quelque chose clochait. J'ai cherché le numéro de sa cousine. Je ne l'avais pas. Je ne l'avais jamais eu. Le numéro de sa cousine. Alors, j'ai demandé à sa mère. Je ne sais pas de quelle cousine elle parlait. Elle a dit au téléphone, l'air confuse. Est-elle partie avec Monica? Peut-être, ai-je dit. Je pense que oui. Monica vit au Texas, pas au Colorado. C'est là que j'ai compris que c'était un mensonge. Un mensonge stupide et inconsidéré. Si tu inventes une excuse, assure-toi au moins que ta famille puisse la justifier. Mais elle ne l'a pas fait. Même pas ça. Je ne lui ai rien dit sur le moment. J'ai juste gardé l'information pour moi. J'ai attendu. J'ai fait comme si tout était normal. J'ai joué la version la plus faible et la plus malade de moi-même, parce que j'étais malade, certes, mais aussi parce que je ne voulais pas qu'elle soupçonne que je commençais à comprendre, que je reconstituais les choses. Je suis devenu paranoïaque. Je restais assis sur le canapé, téléphone à la main, les yeux rivés sur l'écran, attendant qu'elle se connecte. J'ai commencé à compter les minutes entre ses messages. Un jour, je lui ai écrit à 15 heures. Dis-moi, je prenais de tes nouvelles. Tu te sens un peu moins bien aujourd'hui? J'espère que tu vas bien. Elle n'a répondu que vers 23 heures. Désolé, je me suis endormi. Mais le même jour, elle avait posté une story Instagram depuis un restaurant, un endroit avec des guirlandes lumineuses et des verres de vin. C'est à ce moment-là que je n'ai plus pu me taire. Je sais que tu n'es pas dans le Colorado. J'ai envoyé un texto, je sais que tu mens. Elle m'a laissé sur place pendant plus de 24 heures. Quand elle a finalement répondu, elle a écrit « Je ne veux pas me disputer avec toi. Je ne suis pas prête à parler de ça. Tu mérites la vérité, mais je ne peux pas le faire maintenant. » Rien de plus. J'étais littéralement coincé dans l'appartement. J'étais constamment testé positif au CO. Je n'avais plus d'énergie, plus d'appétit, plus de force. Je ne pouvais pas sortir. Je ne pouvais même pas rester debout longtemps. Mes amis pensaient que j'étais avec elle. C'est elle qui leur avait dit que tout était sous contrôle. Personne ne savait rien. J'étais seul, complètement seul. Et elle était dehors, probablement avec quelqu'un d'autre. Je ne savais pas qui il était. Pourtant, je ne le savais pas encore, mais j'avais le sentiment que ça se voyait dans sa façon de m'éviter. Ce n'était plus seulement de la froideur. C'était de la culpabilité. Et la culpabilité est facile à lire. Même par SMS, chaque fois qu'elle écrivait quelque chose, j'avais l'impression que ça venait d'une version d'elle-même qui ne voulait plus faire partie de ma vie, mais qui ne savait pas comment le dire sans passer pour une ordure. Spoiler, elle avait toujours l'air d'une ordure. Un jour, alors que je parcourais son Instagram, parce que oui, je le faisais régulièrement maintenant, quelque chose a attiré mon attention. Elle n'était jamais prudente avec les réseaux sociaux, un nom apparaissait sans cesse dans les « j'aime ». Elia, ça ne me disait rien, alors j'ai cliqué. C'était un homme marié. Des photos avec sa femme, 2 enfants. Sa bio disait qu'il vivait à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Et c'est là que tout a basculé. Le Colorado. Albuquerque était proche. À mi-chemin. J'ai commencé à creuser, j'ai parcouru son profil, regardé chaque publication, chaque tag. C'est là que j'ai trouvé la photo. Une photo de 2, pas enlacés, mais proches. Un selfie dans un parc. Elle ne l'a pas posté. Lui, si, et il l'a tagué. J'ai fixé cette image pendant 1 minute entière, peut-être plus, avant que mon corps ne réagisse. J'ai couru aux toilettes et j'ai vomi. Une crise d'angoisse, ou quelque chose comme ça. Comme si mon corps n'avait pas pu contenir la sensation et s'était vidé. Après, je me suis regardé dans le miroir. Maigre, pâle, les yeux gonflés. Je ne me ressemblais plus. Je n'avais pas l'air d'un homme marié. J'avais l'air d'un homme au bord de l'effondrement, et je l'étais probablement. Mais je ne lui ai rien dit. Pas encore. J'ai gardé cette information pour moi parce que je voulais en savoir plus. J'avais besoin de comprendre ce qui se passait, sa profondeur. Était-ce une erreur, un plan? Se connaissait-il déjà?
Était-ce la première fois qu'elle faisait quelque chose comme ça? Parce qu'une aventure d'un soir, c'est une chose. Partir vivre des semaines avec quelqu'un pendant que son mari pourrit sur un canapé avec de la fièvre et de la diarrhée, en est une autre. Mais j'y reviendrai plus tard, car ce que j'ai découvert par la suite était pire. À l'époque, ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas qu'elle soit partie. Ni même qu'elle soit avec quelqu'un d'autre. C'était la froideur. Comme si je n'avais aucune importance, comme si j'étais juste un nom sur le bail, un canapé dont on disparaît, un compte en banque à ignorer. Les jours suivants, j'ai été obsédé. Je ne vais pas mentir. Je consultais son profil 3 fois par jour. Je cherchais son nom sur Google. J'ai retrouvé son entreprise, son profil LinkedIn, et même un vieil article d'un événement caritatif local où il était mentionné avec sa femme. J'ai même trouvé une vidéo sur Facebook. C'était un événement scolaire, ou peut-être un événement religieux. Je ne m'en souviens même plus. Mais il était là, Elia, debout devant une salle pleine de monde tandis que quelqu'un lui tendait un certificat en disant « Voilà un homme qui fait passer sa famille en premier. » Un bon père. Un bon père. Quelle ironie. J'ai fixé l'écran comme s'il allait buguer, comme si quelqu'un allait surgir et me dire que c'était une erreur. Mais non. C'est alors que j'ai commencé à fouiller dans ces vieilles photos, remontant des mois, voire des années en arrière, et il était là, toujours là. De petits commentaires, anodins, facilement oubliés dans le flot de likes et d'émojis. Mais plus maintenant. Plus pour moi. Dans un message d'anniversaire publié il y a presque un an, il avait écrit « J'espère que ce nouveau cycle te comblera de lumière. Tu mérites toutes les belles choses du monde. Belle, amicale, polie. » Mais maintenant, sachant ce que je savais, c'était différent. Beaucoup plus différent. Je suis retourné voir nos photos ensemble, j'ai regardé les dates, je les ai alignées. Pendant qu'elle me serrait dans ses bras pendant nos vacances à San Diego, un grand sourire, les bras autour de mon cou. Il commentait des émojis cœur sur ses selfies. Alors que nous fêtions notre 2e anniversaire, elle consultait son téléphone sous la table. Je me souviens de ce soir-là. Elle m'a dit, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens bizarre, un peu distante ce soir. Maintenant, je comprends pourquoi. Elle n'était plus complètement avec moi. Elle était déjà en train de partir. Et le pire, c'est que je ne m'en étais même pas rendu compte. Une semaine après avoir trouvé la photo d'eux ensemble, je n'en pouvais plus. Je ne lui ai pas écrit. Je lui ai écrit. Je l'ai tapé lentement, les mains tremblantes. Je sais avec qui tu es. J'ai vu la photo. Arrête de faire l'idiot. Puis j'ai attendu. 1 heure s'est écoulée. Rien. J'ai dû m'endormir sur le canapé. Le téléphone toujours à la main. À 4 heures du matin, il a vibré. Je ne sais pas de quoi tu parlais. Elle n'a même pas cherché à me cacher ses mots. Nien, désolé, Nien, on peut parler, juste une phrase pour me tenir dans l'ignorance. J'ai répondu par un long message. Je ne me souviens même pas de tout, mais je ne l'ai pas insulté. J'étais furieux, épuisé, brisé, mais j'essayais toujours d'être humain. Je lui ai dit que je savais qu'elle était partie au Nouveau-Mexique, que je savais qui il était, que j'avais vu les photos, que je n'avais plus besoin de mentir, que par respect, elle pouvait au moins être honnête avec moi, que si elle ne m'aimait plus, elle n'avait qu'à me le dire. Elle m'a laissé sur place. Elle n'a jamais répondu à ce message. 1 semaine s'est écoulée, rien. Puis, comme si de rien n'était, elle a envoyé un message. As-tu payé la carte de crédit? Je crois que j'ai reçu un mail bizarre. J'ai failli rire. Presque. Parce qu'à ce moment-là, plus rien ne me surprenait. Elle vivait comme si elle n'avait pas bouleversé ma vie. Comme si j'étais juste une colocataire. À qui on ne parle que lorsqu'il y a un problème avec les factures. Le soir même, je me suis assis devant l'ordinateur et j'ai ouvert un document vierge. Je ne savais pas exactement ce que je faisais. Peut-être que j'essayais de comprendre. Peut-être que j'avais juste besoin de le voir écrit devant moi pour ne pas me faire croire que ce n'était pas arrivé. J'ai donné un titre au fichier, ce que je sais, et j'ai commencé à taper. Je sais qu'elle n'est pas dans le Colorado. Je sais qu'elle est avec quelqu'un d'autre. Je sais qui c'est. Je sais qu'elle m'a menti pendant des semaines. Je sais qu'elle se fichait de me laisser malade et seule. Je sais qu'elle n'a pas l'intention de revenir. C'était tout. 6 lignes,
6 petites vérités. Quand j'ai fini de les écrire, j'ai fixé l'écran un long moment. Le curseur clignotant était plus bruyant que tout ce qui se passait dans l'appartement. Cette nuit-là, au milieu de tout ce chaos, je me suis fait une promesse, aime-toi et survivrai à cette épreuve. Une semaine plus tard, une fois mon test Covid négatif terminé et que j'ai pu quitter l'appartement sans risque pour les autres, j'ai décroché le téléphone et je l'ai appelée. Elle n'a pas répondu, alors je lui ai envoyé un message. Il faut qu'on se parle en personne. Elle l'a ignoré. 2 jours ont passé. Rien. Le 3e jour, elle a enfin répondu. Je suis dans une situation compliquée. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée de se voir. C'est à ce moment-là que j'ai eu un déclic en moi. Plus besoin d'attendre. Plus besoin de supplier pour la vérité. Plus besoin de lui accorder la dignité qu'elle refusait de me donner. J'ai pris mon carnet, j'ai feuilleté les pages jusqu'à trouver celle où j'avais griffonné son adresse professionnelle. Oui, j'avais cherché. Son bureau, son entreprise, son LinkedIn. J'ai tapé l'adresse dans le GPS et je suis monté dans la voiture. Albuquerque, 5 heures. Je ne me suis pas arrêté une seule fois, pas même pour faire le plein, jusqu'à mon arrivée. Mes mains tremblaient sur le volant tout du long. Je ne savais même pas ce que j'allais dire. Je ne savais pas si j'allais frapper à la porte, crier dans la rue ou m'effondrer devant elle. Je savais juste qu'il fallait que je la voie. Il fallait que je la voie de mes propres yeux, pas à travers des images filtrées ou des demi-vérités, pas à travers des textos culpabilisants ou un silence. En vrai, je me suis garé devant le bureau vers 19 heures. J'ai coupé le moteur et j'ai attendu 20 minutes, peut-être plus. Tom ne me semblait pas réel. Puis je l'ai vue. Elle est sortie par la porte de derrière avec lui. Elia, il portait son sac à dos comme s'il rentrait de la fac. Elle riait, riait. Ils se sont arrêtés à côté de sa voiture. Il l'a prise dans ses bras et l'a tirée à l'intérieur. Elle n'a pas bronché. Elle n'a pas regardé autour d'elle pour voir si quelqu'un la regardait. Elle l'a embrassée comme ça. Sans culpabilité, sans hésitation. Comme si elle ne me connaissait absolument pas. Comme s'il n'y avait pas une vie entière. Notre vie qu'elle enjambait nonchalamment comme un vieux code sur le trottoir. J'ai pris une photo d'eux en train de s'embrasser. Je n'ai pas crié. Je ne suis pas sorti en trombe de la voiture. Je ne l'ai pas frappé. Non. Rien de tout ça. Dans ma tête, c'était fini. Elle ne valait pas la peine. Elle ne valait pas mon temps. Alors, j'ai juste démarré le moteur, fait demi-tour et je suis parti. Le lendemain, quand j'ai ouvert les yeux, ce n'était pas parce que je me sentais reposé. C'était juste une habitude, mon corps se réveillant en pilotage automatique après trop de nuits de sommeil interrompues. J'ai attrapé mon téléphone. Il y avait un message envoyé à 2h43 du matin, on peut se parler demain. Pas de ponctuation, pas de salutation, pas d'excuses, pas d'explication, juste ça. Après tout ça, après l'avoir vu l'embrasser comme si je n'avais jamais existé, comme si nous n'avions pas construit de vie ensemble. Le moins qu'elle aurait pu faire, c'était, je ne sais pas. Demande, excuse-toi, explique-toi, fais preuve d'un peu d'humanité. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je me suis levé, j'ai pris une longue douche, j'ai mangé quelque chose, je me suis détendu, puis j'ai finalement répondu. J'ai juste mis « d'accord ». Elle a appelé. La première chose qu'elle a dite a été « je sais que tu m'as vu ». J'ai répondu « oui, je l'ai vu ». Il y a eu un silence de mort entre nous. Puis elle a ajouté « ce n'était pas prévu comme ça. Je ne suis pas parti pour ça. Les choses sont arrivées comme ça. Je vois. Et ça fait combien de temps ? Elle a hésité, puis a dit « quelques mois ». On a commencé à se rapprocher au travail. Avec le confinement, tout s'est intensifié. Elle a dit ça comme si elle décrivait un nouveau passe-temps, comme si c'était un changement naturel de temps, pas une décision consciente, pas une trahison, pas un abandon. Elle a dit « je ne voulais pas te faire de mal », comme si me laisser malade, seul, fantôme dans ma propre vie, n'avait pas déjà fait exactement ça. Elle a demandé « on peut se voir ?» J'ai répondu « je ne crois pas », puis elle a demandé « tu me détestes ?» J'ai marqué une pause. Oui, de tout mon cœur, ai-je dit. Et c'était la vérité. Les jours suivants ont été étranges. Elle a commencé à m'envoyer plus de messages. Pas de conversation à part entière.
Pas de véritable tentative pour réparer quoi que ce soit. Juste des miettes. Comment vas-tu ici? Ça m'a fait penser à toi là-bas. Des petits accrochages, comme si elle voulait garder un fil tiède et distant entre nous. Quelque chose qui ne lui demanderait pas grand-chose, mais qui pourrait apaiser sa conscience. Chaque fois qu'elle écrivait, j'avais l'impression qu'elle rouvrait une plaie que je commençais à oublier. Plus de sang. Juste des démangeaisons comme une croûte qu'on sait qu'il ne faut pas gratter. Mais on se gratte quand même. Puis un soir, elle est arrivée sans prévenir. Elle a frappé à la porte comme si de rien n'était. J'étais allongé sur le canapé à regarder un film sans le son. Je ne me souviens même plus de ce que c'était. Juste quelque chose pour combler le silence et empêcher mon cerveau de se ronger. Puis on a frappé. J'ai ouvert la porte et elle était là. Pendant une seconde, je n'ai pas pu bouger. Elle n'était pas maquillée, juste un vieux sweatshirt dont je me souvenais, il y a des années. Le bleu pâle qu'elle portait pour se blottir les dimanches pluvieux. C'était intentionnel, comme si elle voulait se montrer telle que j'aimais. Elle avait l'air fatiguée, toute petite. « Je peux entrer ?» a-t-elle demandé. J'ai dit, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je veux juste parler. J'ai hésité, mais j'ai ouvert la porte. Elle est entrée lentement et s'est assise à la table. Je suis resté debout. Elle a regardé ses mains un instant, puis a dit, je ne sais pas ce que je fais. Je n'ai rien dit. J'ai l'impression d'avoir tout gâché. Elle a ajouté, je ne suis même pas sûr de l'aimer ces derniers temps. Il est distant. Elle continua, sa femme le met sous pression. Je ne sais pas si je veux continuer à le voir. Je ne sais même pas si je veux revenir vers toi non plus. Je ne sais rien. C'était tout. Je ne sais pas, encore et encore. Alors, je lui ai demandé, pourquoi es-tu ici? Elle a levé les yeux. Parce que tu me manques. J'ai dégluti. Qu'est-ce qui te manque? Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Pas de réponse. Ce silence, ce néant, était le plus douloureux. Il n'y avait que deux personnes assises aux extrémités opposées d'une histoire morte, qui tâtonnait les restes. J'ai regardé son visage, la façon dont elle bougeait ses mains, même le rythme de sa voix, et tout s'est estompé comme si je regardais une inconnue qui portait par hasard la peau de quelqu'un que j'ai aimé. J'ai dit, je veux que tu partes. Pas avec colère, juste avec indifférence. Elle m'a regardé, les yeux un peu vitreux, mais elle n'a pas pleuré. Elle s'est levée, s'est avancée vers moi et a essayé de me serrer dans ses bras. Je lui ai tendu la main et lui ai dit, n'essaie plus. Tu pues la trahison. Puis elle est partie. Après ça, je n'ai plus eu de ses nouvelles pendant près d'un mois. J'étais détendu, sans aucune retenue. Et puis, comme toujours, juste au moment où je me sentais à nouveau à l'aise, elle a écrit, cette fois, elle a été plus directe. J'aimerais te voir. Je veux qu'on essaie de parler sérieusement de nous. Et tu sais ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, je sais que ça a l'air ridicule, incohérent. On s'est rencontrés dans un café à quelques rues de l'appartement qu'on occupait ensemble. C'était un endroit familier, trop familier. On y allait souvent, surtout le dimanche, quand tout était calme et que le monde semblait simple. Elle l'a choisi. Tu crois que c'est bien ici? A-t-elle demandé, presque comme si elle avait peur que je me retourne et que je parte. J'ai hoché la tête. Oui, j'étais arrivé avant elle. Je me suis assise à une petite table nichée dans un coin, une de ces tables avec deux chaises plaquées contre le mur. J'ai commandé un café. Elle est entrée comme si de rien n'était. Habillée normalement, sans effort. Pas de maquillage, pas d'expression théâtrale, juste elle, comme si elle n'avait rien à prouver. Elle s'est assise en face de moi et n'a rien commandé. Merci d'être venue, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardée. J'attendais. Elle a commencé à parler de tout sauf de ce qui comptait. Son travail, sa famille, une émission qu'elle regardait comme si on était de vieux amis qui prenaient un café. Je l'ai laissé parler un moment, puis je l'ai interrompu. Je ne suis pas là pour écouter tes conneries. Viens en au fait et explique pourquoi tu voulais qu'on se voie. Elle est restée silencieuse un instant, a baissé les yeux sur ses mains. Puis elle a commencé. Elle m'a dit que l'autre type, l'homme marié, n'était pas celui qu'elle croyait. Que depuis que sa femme l'avait découvert, il était devenu distant. Qu'il ne lui parlait presque plus. Qu'il réfléchissait, qu'elle se sentait seule.
J'ai failli rire et dire, alors, il ne te veut pas, elle m'avait remplacé par quelqu'un qui appartenait déjà à quelqu'un d'autre, et maintenant, elle était assise en face de moi, me disant qu'il n'était pas aussi disponible qu'elle l'espérait. Je lui ai demandé, que veux-tu de moi? Elle a hésité. Je ne sais pas. J'ai avalé ma salive. Es-tu toujours avec lui? Elle a détourné le regard. Nous avons moins parlé. J'ai hoché la tête, puis j'ai demandé, m'as-tu jamais aimé? Elle m'a regardé droit dans les yeux. Oui, c'est à ce moment-là que tout a basculé. Non, jamais, ai-je dit. J'avais un CO et tu m'as laissé toute seule. En bonne santé ou malade? Tu te souviens de ces mots? Abandonner tout le reste? Ça te dit quelque chose? Je suppose que non. Tu m'as menti. Tu t'es enfui avec un autre homme. Tu appelles ça de l'amour? Si c'est ça que tu appelles de l'amour, s'il te plaît, n'aime plus jamais personne. Elle a essayé de se défendre. Je me sentais seule. Elle a dit, je n'étais pas heureuse. Tu étais distante. Il n'y avait presque aucune intimité entre nous. Je me sentais indésirable. Et à cet instant précis, j'ai compris quelque chose qui m'a pris des mois à digérer. Elle n'était pas désolée. Pas vraiment. J'ai rétorqué. Tu étais là parce que tu t'étais fait larguer. Tu as largué ton mari et tu pensais avoir maintenant un amant formidable. Ton amant formidable t'a largué et maintenant tu regrettais que ça n'ait pas marché. Je lui ai dit que je ne voulais plus être le plan B, va trouver quelqu'un d'autre. Elle m'a regardé comme si elle ne s'attendait pas à ça. Comme si elle pensait sincèrement que j'attendrais encore, les bras ouverts, comme un pitoyable filet de sécurité. Tu es sûr? A-t-elle demandé. Oui, a-t-elle cligné des yeux. Alors, c'est fini. Non, je l'avais dit il y a des mois. Tu es juste en retard pour la fin. Elle s'est levée, a attrapé son sac, s'est arrêtée une seconde, m'a regardé une dernière fois. Je ne veux pas qu'on finisse par se détester. Tu dois compter pour moi pour mériter ma haine, ai-je dit. Elle est partie. C'était la dernière fois que je l'ai vue en personne. Je suis rentré chez moi, je me suis assise par terre. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai rien jeté. Je suis restée assise là, silencieuse. La fatigue qui m'a frappé n'était pas physique. C'était tout autre chose, comme si j'avais traîné un sac à dos rempli de pierres pendant des semaines. Et finalement, je l'ai posé et j'ai réalisé que mon dos ne répondait plus. Les jours suivants ont été étranges. Je ne me sentais pas mieux. Je ne me sentais pas plus mal. J'étais juste à plat. J'ai commencé à écrire. Non pas parce que ça m'aidait ou que ça guérissait, ou quoi que ce soit du genre. Juste parce que je n'avais personne à qui parler. Mes amis savaient qu'elle m'avait quitté. Bien sûr, mais pas tout. Pas la trahison. Je ne leur ai jamais rien dit. J'avais honte. Ouais, honte. Voyez-vous, quand on perd au sport, on sait qu'il y a quelqu'un de meilleur que soi et qu'on n'était tout simplement pas capable ou assez bon. Comme si on avait échoué. Être trompé a fait de moi une perdante. Comme si je n'étais pas assez bonne. Un ami est venu ce vendredi-là. Il a vu l'état des lieux. Linge sale, vaisselle empilée, bouteille vide. Mec, dit-il en regardant autour de lui. Tu ne peux pas continuer comme ça. Je vais bien. Je lui ai dit que c'était temporaire. Il m'a lancé un regard du genre, de qui tu te moques? Mais il n'a pas insisté. Il s'est juste assis avec moi. On a mis un film. Je ne saurais même pas te dire ce que c'était, et il n'a rien dit d'autre. Ce silence m'a fait plus de bien que tous les conseils qu'on m'avait prodigués jusque-là. Un soir, j'ai reçu un message d'un compte que je ne connaissais pas. C'était sa femme, le type avec qui mon ex était parti. Elle disait qu'elle savait déjà tout, qu'elle voulait parler. Elle m'a demandé si j'étais prêt à lui dire ce que je savais. Je suis resté un long moment à contempler ce message. J'ai compris que ce n'était pas fini. L'histoire comportait encore des chapitres. Des chapitres qu'on n'avait pas encore lus. Et même si j'avais très envie de tourner la page, parfois le passé vous tire un peu plus vers le bas avant de vous lâcher. Je n'ai pas répondu ce soir-là. J'ai lu le message, je l'ai relu, je l'ai laissé là. Je me suis endormi, mon téléphone à la main. Je me demandais si m'impliquer aiderait.
dire la vérité à cette femme me ferait quelque chose. Mais au fond, je connaissais déjà la réponse. Cela m'apaiserait. Peut-être juste un peu. Parce que si quelqu'un méritait la vérité, c'était elle. Non pas par vengeance, mais parce que personne ne devrait vivre dans un tel mensonge. Personne ne mérite de ne pas savoir à qui il est destiné. Le lendemain, j'ai répondu. J'ai dit, oui, on pourrait parler. Je lui ai dit que je ne savais pas ce qu'elle savait, mais que j'avais des preuves. Je lui ai envoyé la photo, celle que j'avais prise, tous les deux ensemble. Je lui ai raconté ce que mon ex avait dit, qu'il cherchait une solution, qu'il était distant maintenant, que tout avait commencé avant même qu'elle ne quitte la maison. Il y a eu un silence. Puis elle a répondu, merci. Elle a dit que j'avais besoin de l'entendre de quelqu'un d'autre. Elle m'a dit qu'elle se doutait déjà de quelque chose, mais que son mari lui avait toujours dit qu'ils n'étaient que des amis de travail. Il a dit que j'exagérais, que j'étais jalouse. C'est pour ça que mon ex m'avait quitté. Le culot de la manipuler, de lui mentir en face pour cacher quelque chose que tout le monde pouvait voir. Et puis cette femme m'a dit quelque chose. C'était la dernière fois qu'on s'est parlé et j'entends encore sa voix comme si c'était hier. Calme, neutre, presque résignée. Elle a dit, j'ai l'impression de partager un lit avec un inconnu depuis un moment. Merci de me l'avoir confirmé. Ça m'a frappé plus fort que tout le reste. Et voilà. Dès l'instant où j'ai réalisé que je n'étais pas seul. Malgré tout l'isolement, la confusion, les nuits passées à essayer de comprendre ce qui s'était passé, il y avait quelqu'un d'autre, tout aussi brisé, assis dans une autre maison, ruminant le même genre de mensonge. Je n'ai plus eu de ces nouvelles après ça. Plus de textos, plus de conclusions. Je pensais qu'elle ferait ce qu'elle devait faire, se séparer de lui ou non. Mais ce n'était pas mes affaires. Ce qui comptait, c'était ce qui se passait en moi après cet appel. Car jusque-là, une part de moi, une petite part pathétique, s'accrochait encore à l'idée que mon ex avait peut-être simplement fait une erreur, qu'elle était confuse. Que c'était passager. Mais après cette conversation, quand j'ai vu comment ils avaient reproduit leur mensonge, comme une trahison synchronisée, quelque chose en moi a craqué. Ce n'était plus de la tristesse. Ce n'était plus de la confusion. C'était de la rage. Et pas une rage aveugle et bruyante. Celle-ci était plus vive, plus concentrée, plus nette. J'ai arrêté d'essayer de la comprendre. J'ai arrêté de chercher un sens, des raisons ou des excuses. J'ai commencé à voir ce soir-là. Elle est rentrée tard du travail et m'a dit qu'elle était restée discuter avec ses collègues. L'après-midi, elle est sortie se changer les idées. Le regard bref qu'elle m'a lancé quand je suis entré dans la pièce et qu'elle s'est empressée de poser son téléphone. Tout était là, sous mes yeux, et ça m'a manqué. C'est ça qui m'a fait le plus mal. Ni la tromperie, ni même la trahison, ni la bêtise, la mienne. Croire que tout allait bien. Se croire différente, se croire spéciale. S'accrocher à cette illusion. Ça ne m'arrive pas, mais bien sûr que ça vous arrive. Et quand ça vous arrive, on finit par comprendre. Personne n'est à l'abri. L'amour ne vous vaccine contre rien. Quelques jours plus tard, Camilla m'a de nouveau écrit. Elle m'a envoyé la photo d'un collier que je lui avais offert, celui en argent avec le petit pendentif boussole. Elle m'a demandé, tu le veux en retour? J'ai regardé la photo un long moment. L'éclairage était tamisé, comme si elle ne voulait pas que ça paraisse trop sentimental, mais c'en était un. J'ai répondu, jette-le. Il n'a plus aucune valeur à mes yeux. Quelques minutes ont passé, puis elle a répondu, je trouve ça triste qu'on en soit arrivé là. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de la laisser déformer le récit. J'ai répondu, on n'a pas fini comme ça. Camilla, tu as choisi ça. Je n'ai rien décidé. J'étais juste là, spectatrice. Elle a vu le message et n'a pas répondu tout de suite. Puis, finalement, est-ce que je peux te revoir? Et cette fois, pour la première fois, j'ai dit, non. Je l'ai dit clairement. Sans hésitation, sans douleur, sans retenue, espérant qu'elle dirait quelque chose qui changerait tout. Non pas que ça ne fasse pas mal. Si. Mais à ce moment-là, j'ai enfin compris quelque chose. Chaque fois que je la laissais revenir, elle prenait un peu plus du peu qu'il me restait. J'ai contacté un thérapeute. Non pas par désir de guérir, ni même pour donner un sens à tout ça, juste parce que j'avais besoin de parler à quelqu'un qui ne me regarderait pas comme si j'étais brisé.
Mes amis ne savaient plus quoi dire. Ma famille, eh bien, je n'en ai jamais eu. Il y a eu des semaines de reconstruction, des petits pas, des rechutes, quelques jours horribles où je me suis retrouvé à consulter son Instagram à nouveau, même si elle m'avait déjà bloqué. D'autres fois, je rêvais d'elle. Et ces rêves, c'étaient les pires, car dans ces rêves, tout allait bien. On était comme avant. Et se réveiller, c'était comme être happé par un train de marchandises de la réalité. Mais j'ai persévéré. Même quand je n'en avais pas envie, j'ai persévéré. Et puis est arrivé Noël. Tout a pris un dernier tournant. Mes amis étaient occupés avec leur famille. Alors, je l'ai passé seul. Quelques bières bon marché et un poulet rôti tout prêt. Je ne me suis pas déguisé, juste un short et un vieux t-shirt. Pas de musique, pas de lumière, pas de sapin. Je me suis assis devant la télé et j'ai laissé les heures passer. Pour être honnête, je comptais les minutes jusqu'à la fin de la journée. Puis, vers 21h, le téléphone a sonné. Son numéro était familier. Je n'ai pas répondu. 5 minutes plus tard, un message est apparu sur l'écran. Je suis chez des amis chez qui je loge. Ça te dérange si je te dépose ton cadeau? Je ne savais même pas qu'elle m'avait acheté quelque chose. Puis un autre, juste pour un petit moment. Je ne veux pas déranger. Je n'ai pas répondu. Au bout d'un moment, j'ai entendu la voiture s'arrêter. Elle est sortie, a laissé un petit sac et quelques affaires à l'intérieur. Je suis allé à la fenêtre, j'ai baissé les yeux et je l'ai vue. Elle était seule. Elle ne portait pas le collier qu'elle portait quand elle était avec lui. Elle ne semblait pas maquillée, ni mascara, ni rouge à lèvres, pas comme avant, mais elle n'avait pas l'air triste non plus. Après avoir laissé le cadeau, elle n'est pas partie tout de suite. Au lieu de cela, quelques minutes plus tard, mon téléphone a vibré à nouveau. Puis-je venir juste lui dire bonjour? Je n'ai pas répondu. Alors s'il vous plaît, juste une seconde. Je ne resterai pas. Je n'ai plus répondu. J'ai regardé derrière le rideau. Elle est restée dans sa voiture pendant environ 10 minutes de plus, juste assise là. Moteur hors tension. Puis finalement, elle l'a commencé et est partie. J'ai attendu jusqu'à ce que j'étais à nouveau complètement seul jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle soit partie avant de vérifier le sac. À l'intérieur, quelques t-shirts, un portefeuille, des petites choses qu'elle me donnait quand tout allait bien, quand cela signifiait quelque chose. Mais maintenant, c'était surréaliste, comme si de rien ne s'était passé. Comme si les 6 derniers mois n'avaient pas existé, comme si elle n'avait pas démoli mon monde et s'attendait à ce que je la remercie pour les éclats. Et à ce moment, quelque chose a cliqué. J'ai réalisé qu'elle ne faisait rien pour moi. Elle le faisait pour elle-même, pour se sentir moins coupable, pour se dire qu'elle s'en souciait toujours, qu'elle n'était pas une si mauvaise personne, de prétendre que nous pourrions toujours être amis. Ce mot qu'elle aimait utiliser car tout allait en enfer. 10 minutes plus tard, un autre message. Que allez-vous faire maintenant? Je n'ai pas répondu, puis elle l'a jeté comme une suggestion occasionnelle. Voulez-vous aller pour un lecteur? Comme nous le faisions. Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai même pas considéré. J'ai éteint mon téléphone et j'ai pris la douche. Pas parce que j'essayais d'être digne, pas de tribune. Je l'ai fait parce que je le voulais. J'en avais marre d'elle en m'utilisant comme son filet de sécurité émotionnelle à chaque fois qu'elle se sentait seule. Fautait d'être l'endroit où elle a couru lorsque l'autre gars n'a pas répondu, quand elle a combattu avec sa famille, quand elle avait besoin d'attention. Et le pire, je le laissais arriver. Je faisais partie du problème. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt. Quelque chose en moi s'était suffisamment installé. Je suis allé dans la salle de stockage et j'ai commencé à rassembler chaque chose qui était encore dans la maison. Vêtements, livres, archives, ce petit vase qu'elle a acheté pour le rebord de la fenêtre. Tout. Je mets tout dans des boîtes, les ai empilées près de la porte, puis je lui ai envoyé une seule ligne. Vos affaires sont à l'entrée. Vous avez une semaine à venir les obtenir. Pas de salutations, pas d'explications, juste cela. Elle a répondu quelques heures plus tard. Pourquoi es-tu ça? Je n'ai pas répondu alors. Qu'est-ce qui ne va pas avec vous maintenant? Toujours rien. Enfin, juste d'accord, je viendrai. 3 jours passés. Elle s'est présentée jeudi vers midi. Je n'étais pas là. Elle avait envoyé un message plus tôt pour dire que je venais seul. Je m'en fichais.
J'ai laissé les boîtes à l'extérieur. Quand je suis revenu, tout était toujours là. Elle n'avait pas touché une seule boîte. Cette nuit-là, elle a envoyé un message. Je ne peux pas les prendre tous en même temps. Je vais obtenir de l'aide. L'aide était lui. Je le savais tout de suite. Pas par jalousie, juste une logique. Elle n'avait personne d'autre autour. C'était son plan, son avenir, son tout. Mais une autre semaine s'est écoulée. Les boîtes étaient toujours là, devenant poussiéreuses. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de les envoyer en enfer. J'ai appelé une entreprise de stockage, je leur ai donné l'adresse, je les ai payés pour venir tout prendre. Quand ils ont fini, je lui ai envoyé un message avec le nouvel emplacement. Juste une ligne. Vos affaires sont en stock. Vous avez un mois pour les récupérer. Après cela, ils seront jetés. Elle n'a pas répondu. Et puis, comme l'univers avait un sens de l'humour malade, quelque chose s'est produit. Sa femme. La femme du gars. Elle m'a appelé de nulle part. Même voix qu'avant, calme mais fatiguée. Il est parti. Elle a dit, quoi? J'ai demandé, bien que je le savais déjà. Et il a déménagé. Il est avec elle. Ils vivent ensemble maintenant. J'ai dit, rien. Elle a quitté son emploi. Elle a continué, à déménager avec lui dans une autre ville. Elle est tout. C'est officiel. Sa voix se craqua et elle lui a dit qu'elle pensait toujours qu'elle peut revenir avec vous si cela ne fonctionne pas avec lui. J'ai ri et j'ai demandé. Elle a dit ça. Elle m'a dit les paroles de Camilla. Je sais que je peux retourner à mon ex. Il me comprendra. Cette nuit-là, je me suis couché, mais je n'ai pas dormi. Je me suis allongé là dans le noir, en regardant le plafond, en pensant à tout ce que j'avais fait pour elle. Les moments où je me suis disputé avec mes amis pour défendre son nom. Comment je me suis endetté juste pour que nous puissions entrer dans cet appartement de merde, a-t-elle dit que ce serait notre début. Les nuits où j'ai avalé mes propres frustrations parce que je ne voulais pas qu'elle se sente sous pression. Et maintenant, elle était là avec lui partageant un lit avec le gars qui m'a tout volé. Et en plus de cela, elle disait aux gens que j'étais celui qui ne l'a pas apprécié et je la reprendrai. Puis j'ai réalisé que j'étais un paillasson et j'étais à juste titre traité comme un. Quelques jours plus tard, elle a réapparu. Bien sûr, elle l'a fait. Elle l'a toujours fait. Toujours quand l'autre gars était absent ou qu'ils avaient un de leurs arguments, toujours quand cela lui convenait. Il était 11 heures du soir lorsque le message est entré. Une seule phrase. Je pensais que ça allait être différent. Je l'ai regardé un instant, puis j'ai verrouillé mon téléphone et je l'ai mis face contre terre. N'a pas répondu. Une demi-heure plus tard, un autre a illuminé l'écran. Parfois, je manque à quel point c'était simple d'être avec vous. Pourtant, je n'ai rien dit. Une heure plus tard, êtes-vous éveillé? Et c'est là que j'ai réalisé quelque chose. Quelque chose d'énorme. Pour la première fois depuis des mois, je m'en fichais. Je m'en fichais si elle était triste ou confuse ou blessée. Je m'en fichais si elle était allongée dans son lit seule ou qu'elle pleurait dans son oreiller. Je m'en fichais si la vie parfaite qu'elle chassait était devenue un autre gâchis. Je ne lui ai plus jamais répondu. Ne pensez pas que ce fut une victoire triomphante, cependant. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas cinématographique. C'était un processus. Il y avait des jours où mes doigts planaient sur le clavier. Jours où j'ai tapé quelque chose de long, puis j'ai tout supprimé. Nuit où j'ai serré mon téléphone comme une bouée de sauvetage, le cœur battait à chaque notification. Mais je suis resté ferme, pas hors de fierté, par nécessité. Elle a finalement cessé d'insister. Je ne sais pas si c'était parce qu'elle a finalement compris ou simplement parce qu'elle a recommencé à s'accrocher à l'autre gars, mais de toute façon, elle a disparu. Et au fil du temps, j'ai commencé à remplir les espaces qu'elle a laissés. Pas tout à coup, mais petit à petit, je me suis lancé au travail, j'ai commencé à économiser, j'ai acheté une caméra d'occasion en ligne et j'ai commencé à sortir le week-end pour prendre des photos. Rien de professionnel, rien de spécial, juste quelque chose pour me sortir du lit, quelque chose qui était à moi. Un samedi, je suis entré dans une librairie de bande dessinée. Je ne cherchais même rien, tuant juste du temps. Elle était là, Nora, feuilletant les anciens numéros de Sandman. Nous avons commencé à parler. Rien de profond, juste des plaisanteries sur les bandes dessinées, les artistes préférés,
les trucs d'enfance. Nous avons échangé des chiffres. Rien de grave ne s'est produit, mais c'était la première fois que je me sentais revu. Elle ne connaissait pas mon histoire. Ne m'a pas regardé comme si j'étais brisé. Pour elle, j'étais juste Christopher, un gars qui aimait les romans graphiques et les vieilles caméras de cinéma. Ce n'était pas une histoire d'amour. C'était quelques cafés, quelques bonnes conversations. Ensuite, nous sommes allés séparer. Mais elle m'a donné quelque chose dont je ne savais même pas que j'avais besoin. La possibilité, le sentiment que peut-être, juste peut-être, je pourrais recommencer à zéro. Que tous ceux qui entrent dans votre vie ne se séparent pas. Pendant ce temps, mes amis m'ont gardé librement dans la boucle. Le mot a contourné que mon ex avait déménagé dans un autre état avec lui. Apparemment, il avait quitté son emploi. Il se reconstruisait. Personne ne me l'a dit directement. Il suffit de chuchoter, de mentions lors de rassemblements, de phrases à demi-heure. Et à ma propre surprise, cela ne m'a pas affecté. C'était comme entendre les nouvelles d'un pays lointain, un pays que je n'avais jamais prévu de visiter. Et cela m'a surpris parce que pendant des mois, j'étais sûr de ne jamais s'en remettre. Que je vivrais ancré dans cette trahison, cet abandon. Mais soudain, j'étais au supermarché jetant des céréales dans ma charrette sans penser si elle l'aimait. Je dormais toute la nuit sans vérifier mon téléphone. Je vivais sans calculer constamment. Que penserait-elle si elle me voyait faire ça? Vous ne réalisez pas lorsque la guérison commence. Il n'y a pas d'alarme, pas d'applaudissements, pas de révélation dramatique. Un jour, vous remarquez. 3 semaines se sont écoulées et vous n'avez pas pensé à elle. Vous entendez cette chanson, celle qui vous détruisait, et vous ne pleurez pas. Vous racontez votre histoire à quelqu'un et votre voix ne se casse pas. C'est la chose la plus proche d'une victoire que je puisse avoir. Et puis est venu le message que je ne m'attendais pas. Un numéro inconnu. Pouvons-nous nous voir une dernière fois? J'ai besoin de fermer cela. C'était elle. Quand j'ai lu ce message, je n'ai pas tressailli. Je n'ai ressenti rien de quoi que ce soit. Je suis resté immobile. Pas par surprise, par épuisement. Un autre putain de temps. Une autre fois où les choses ne fonctionnaient pas avec lui. Une autre fois où son petit plan parfait s'est effondré. Et comme clockwork, elle est revenue vers moi. Et cette fois, l'excuse était la fermeture. Fermeture comme si je ne l'avais pas déjà fermée. Je n'ai pas répondu. Pas ce jour-là. Je me suis donné 24 heures. Pas hors d'espoir. Hors de la discipline. Je me suis assis avec. J'ai pensé. Puis j'ai finalement répondu, dites-moi ce que vous voulez dire par message. Je n'ai plus rien à dire en personne. Elle a répondu peu de temps après. J'ai besoin de vous regarder en face pour m'excuser. Je ne l'ai jamais vraiment fait. J'ai l'impression que je vous dois ça. Je ne peux pas passer à autre chose avant de résoudre ce problème. J'ai regardé ces mots pendant un moment. Laissez-les s'asseoir. Ensuite, j'ai tapé, je ne suis pas votre fermeture. Ce n'est plus mon rôle. Vous pouvez passer à autre chose. Je n'ai besoin de rien de vous. Silence. Ensuite, je ne pensais pas que tu me détestais tellement. Puis j'ai répondu, je l'ai déjà dit. Je vais le rejouer. Vous devez compter pour moi de mériter ma haine. J'ai dit. Puis j'ai écrit avant qu'elle ne puisse répondre. Je ne vous bloque pas parce que cela prend des efforts. Mais vous devez arrêter de m'écrire. C'est une perte de temps. Elle n'a répondu que. D'accord. Je suis désolé pour tout. Et c'était tout. C'était la fin. Je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Des mois se sont écoulés depuis lors. Elle est toujours avec lui. Sa femme a appelé plusieurs fois, m'a dit que Camilla et Elia se battent souvent. Leur relation n'est pas idéale, mais ils sont toujours ensemble. J'ai déposé un divorce et je suis célibataire maintenant. Il m'a fallu beaucoup de temps pour déposer, mais je l'ai fait. Il n'y avait pas de division d'actifs et Camilla n'a jamais combattu pour rien. C'était une pause propre. Non, je ne suis jamais sorti pour la vengeance. Je ne suis pas marin. Je ne connais aucun avocat de haut niveau qui détruit des épouses à tricher devant le tribunal. Je n'ai pas de lien de cartel mexicain. Je suis juste un orphelin qui ne savait jamais ce qu'est l'amour jusqu'à ce que mon ex-femme soit venue dans ma vie. Enfer, je ne savais même pas comment réagir à mes sentiments.
Mais tout ce que je savais, c'est que si j'étais censé être seul, je m'aimerais au moins et survivrais. Alors, j'ai continué. A vendu tout ce qui m'a rappelé. Le canapé que nous avons choisi ensemble. La tasse de café qu'elle aimait. La couverture qu'elle a toujours volée. Gaboté. J'ai changé mon numéro. Coupé ce dernier fil. J'ai commencé à revoir mes amis. Vraiment les voir sans me sentir comme si je portais un nuage gris brumeux au-dessus de ma tête. Et parfois, oui, elle me traverse toujours l'esprit. Pas dans la manière bruyante et douloureuse qu'elle le faisait, mais dans des moments calmes, comme lorsqu'une chanson jouait, celle qui venait dans la voiture lorsque nous conduisions avec les fenêtres vers le bas, ses pieds nus sur le tableau de bord, ou lorsque je passais près de ce petit restaurant d'angle. Celui où elle a toujours commandé des gaufres avec des fracles. Mais cela ne fait plus de mal à la même manière. C'est comme une vieille cicatrice maintenant. Vous le voyez. Vous vous souvenez comment vous l'avez obtenu, mais ça ne brûle pas. J'ai compris beaucoup de choses à travers tout cela. Non, je ne suis pas sorti de celui-ci éclairé ou sage ou quoi que ce soit de non-sens romantique que les gens disent après la douleur. Je suis juste devenu plus éveillé. J'ai appris que aimer quelqu'un ne vous rend pas faible. Cela est vulnérable ne fait pas de vous un homme moins. Qu'il n'y ait pas de honte à se briser. J'ai appris que personne, peu importe le nombre de promesses qu'ils font, n'est indispensable. Ils peuvent jurer qu'ils resteront. Que tu es tout. Que tu es leur maison. Et pourtant, un jour, ils rient dans les bras de quelqu'un d'autre pendant que vous vérifiez toujours votre téléphone, espérant un message qui ne vient jamais. Parfois, l'amour ne claque pas la porte. Parfois, il s'éloigne tranquillement. Tandis que l'autre. Personne rêve déjà de quelqu'un d'autre. J'ai également appris à me pardonner de ne pas avoir vu les signes de rester trop longtemps. Pour avoir cru en quelqu'un qui était déjà parti, même pendant qu'il mentait encore à côté de moi. Je ne suis pas parfait. J'ai fait 1000 erreurs. Mais je n'ai jamais trahi. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais laissé quelqu'un de malade au lit. Pour dormir chez quelqu'un d'autre. C'est la différence aujourd'hui. Oui, je suis seul, mais je suis en paix. Et c'est inestimable. Il n'y a rien de plus précieux que de vous regarder dans le miroir et de ne pas avoir honte. Rien de tel que de marcher dans la rue sans vérifier votre téléphone toutes les 2 minutes. Rien de ressembler à penser à l'avenir sans cette crainte constante que quelque chose soit sur le point de s'effondrer. Vais-je tomber amoureux? Je ne sais pas. Peut-être, peut-être pas. Mais si cela se produit, ce sera différent. Lent, calme, avec des limites, avec tout ce que j'ai appris à la dure. Et si cela ne se produit pas, ça va aussi. Je n'ai besoin de personne pour vivre. Je me suis déjà prouvé cela. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci. Je n'ai pas de leçon, pas de citation, pas de jolies métaphores, juste cette vérité. Parfois, l'amour part. Et la seule chose que vous pouvez faire est d'apprendre à rester avec vous-même, avec vous-même. Le reste, laissez-le partir avec qui il veut aller.